Bonjour et bienvenue. On se retrouve une nouvelle fois sur les débriefs de Transcratch. Aujourd'hui, on va débriefer le rallye de Suède et je suis content, je suis ravi. Alors, j'ai un fond d'écran un petit peu bizarre. J'aurais pu mettre des cœurs, du soleil. Enfin, je retrouve Guillaume. J'ai fait quelques rallyes sans lui. Ça a été une purge pour moi parce que j'aime pas parler tout seul. Je préfère être avec lui. Avant toute chose, comment vas-tu? Eh ben, écoute, salut Fabien, bonjour à toutes et à tous les acharnés du WRC. C'est un vrai plaisir de te retrouver après quelques semaines et mois un petit peu compliqués. Je te l'avoue, donc ouais, c'est un vrai rayon de soleil aussi de pouvoir refaire ce débrief et en espérant qu'on puisse continuer toute la saison comme ça parce que les deux premières manches nous ont régalé et on va avoir pas mal de choses à dire. Donc ravi de te retrouver. Eh ben écoute, le plaisir est partagé et le plaisir est partagé par beaucoup de monde parce que j'ai beaucoup de questions dans les vidéos que je fais, tu sais, sur le sim racing, sur les débriefs. Pas mal de monde me demande quand j'en refais et surtout quand tu es là. Eh ben voilà, tu es là et c'est parfait. Alors, on nous avait dit le WRC un petit peu sur le déclin, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais en fait, moi, je sais pas toi, mais on a vécu deux premières manches mondiales absolument extraordinaires, un rallye Monte-Carlo absolument fou, où on s'est régalé du début à la fin avec une bataille au sommet en WRC2, une bataille au sommet en WRC avec Ogier Thierry Neuville. Thierry Neuville qui est sorti vainqueur. Johan Rossel qui est sorti vainqueur, lui, en WRC. Je me suis dit, ça va être compliqué de faire mieux. Ben, finalement, on a fait mieux parce qu'on a vécu un rallye de Suède absolument dingue avec un Finlandais qui gagne. C'est peut-être pas celui qu'on attendait, mais enfin, il a gagné. Je sais que ça te fait particulièrement plaisir aussi. Avant de se lancer sur le rallye de Suède, partir dans la neige et la glace, quel a été ton sentiment et ton analyse sur cette première manche mondiale du côté de Monte-Carlo? Et oui, comme tu l'as mentionné, c'est vrai qu'à l'intersaison, on s'est posé beaucoup de questions sur le WRC, sur l'avenir du championnat, notamment avec le fait que le champion du monde en titre, Kalle Rovanperä, malgré son très jeune âge, décide de faire une saison partielle, de prendre un peu de recul. Ça nous a posé plein de questions. Ensuite, il y a eu cette nouvelle réglementation sur l'attribution des points qui est venue remettre un peu d'eau dans le moulin de tous les détracteurs du rallye en disant que voilà, il fallait des artifices pour redonner de l'essence à la compétition. Euh, Toujours est-il qu'effectivement, ce Monte-Carlo, même si on avait peur que, vu les conditions sèches qui étaient annoncées malgré le retour à Gap, qui était censé justement ramener de la neige et de la glace, ce qui aurait été clairement le cas à une semaine près, ça aurait été juste magique, mais en tout cas, on a eu une bataille simplement homérique entre plusieurs protagonistes. Tu as mentionné Neuville, Ogier, qui sont livrés une bagarre absolument folle. Evans était aussi dans le coup au début du rallye. Et puis en rallye 2, une bataille aussi entre Lopez, Griazine, Rossel je peux même pas dire qui a tenu ses promesses parce qu'on s'y attendait presque pas, mais en tout cas qui a rendu très attractif ce rallye dans tout son ensemble en fait. En fait, tu sais, c'est très rigolo ce que tu me dis parce que moi, sur Twitter, je discute avec pas mal de monde pendant les rallyes, tout ça. Et je disais qu'en fait, depuis le début de saison, je pense que si on était passé au pari sportif, je pense qu'il y en aurait, ils auraient été millionnaires depuis le départ. Parce que alors, Pepe Lopez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait mis une pièce sur lui, hein. Par exemple, Solberg aussi, troisième au bout de la première étape. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui aurait mis beaucoup de sous là-dessus non plus. En fait, on a vraiment un début de saison absolument magnifique, sans spoiler notre analyse sur le Rallye de Suède, avec quand même beaucoup de surprises depuis le début. Oui, ouais, clairement, il y a des surprises tous les jours, à chaque étape, presque à chaque spécial, il y a des nouveautés, des choses un peu inattendues qui arrivent. Ça a été le cas du côté de Gap et de Monaco, ça a encore plus été le cas en Suède, avec des conditions climatiques qui, pour le coup, là, sur ce deuxième rallye, ont été juste exceptionnelles, aussi, qui ont facilité le spectacle. Et puis juste pour revenir sur le Monte-Carlo, on peut juste aussi souligner l'enthousiasme du public français, euh, les images folles qu'on a pu avoir dans les tourniquets de Bayonne, sur le monde qu'il pouvait y avoir au bord des spéciales, dans les parcs d'assistance.
Oré Group et autres. C'était juste magnifique et ça montre vraiment l'engouement qu'il peut y avoir pour le rallye, pour ces gladiateurs un petit peu qui ont énormément de mérite, tout comme des pilotes sur circuit, bien entendu, mais encore plus en ayant à affronter ces éléments naturels, les changements climatiques, les plaques de glace, les murs de neige qui peuvent être ton ami comme ton pire ennemi, les chutes de neige pendant le temps de midi, comme on va en parler. C'est un sport qui a vraiment un bel avenir devant lui, à condition qu'on le respecte et qu'on ne le dénature pas complètement. On va reparler de l'attribution des points, qui s'est plutôt très bien passé sur le rallye de Monte-Carlo, qui a donné quelques surprises sur le rallye de Suède. Il risque d'y en avoir plein d'autres dans la saison, donc à voir ce que ça peut apporter au final. Il ne faut pas tirer à boulet rouge au bout de deux étapes. Il y a eu des choses positives aussi, donc à voir. Puis moi, je voudrais souligner juste une chose, je l'avais dit dans le débrief, je pense que Thierry Neuville a tutoyé les sommets et la quintessence de son art sur le Monte-Carlo. Je pense qu'il n'y a personne qui aurait pu aller aussi vite que lui pour battre Ogier. Il a été vraiment stratosphérique. Ah bah, le samedi en fin de journée, là, sur les deux dernières spéciales, il n'y avait qu'à voir son sourire et presque son épuisement, on va dire psychique et psychologique plus que physique, hein, très clairement. Mais on a vu qu'il avait tout donné, qu'il il en a laissé nulle part. Et Ogier n'a pu que s'avouer vaincu, hein. Il l'a dit à plusieurs reprises. Je suis tombé sur un Neuville de gala. Euh, Thierry, justement, sait, et on n'arrête pas de lui répéter, et ça fait des années, cette année c'est la bonne. Effectivement, peut-être que cette année c'est la bonne. Et en tout cas, il a toutes ses chances. Il a fait un rallye encore intelligent en Suède. Il a joué avec les conditions climatiques. Il est en train de construire son championnat, on a l'impression, parce qu'il n'est pas allé prendre tous les risques. On pourra parler de la question stratégique ou pas sur l'ordre des départs le vendredi après-midi. Toujours est-il qu'ils se retrouvent en tête du championnat, que Hyundai, c'est la première fois depuis qu'ils sont en WRC, enfin qu'ils sont revenus en WRC, qui gagnent 2 rallyes de suite. Enfin, c'est même la première fois tout court, hein, du coup, puisqu'ils n'avaient pas gagné avant. Mais effectivement, un championnat qui s'avère plein de promesses et on a déjà hâte d'être au prochain grand classique du championnat qui est le Kenya. Mais avant ça, on va d'abord parler de cette manche en Scandinavie. Petit aparté, quand même, le début de saison, Monte-Carlo, Suède, Kenya, et je crois que c'est Croatie derrière, hein, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont fait quand même 4 rallyes avec des spécificités complètement différentes. Le Monte-Carlo, il n'y a qu'un rallye qui est comme ça. La Suède, il n'y a qu'un rallye qui est comme ça. Le Kenya, c'est le seul sur ses spécificités. Après, on retrouve de l'asphalte, mais quand même, ça sera le premier rallye asphalte. C'est quand même ce début de saison. Ils vont voir toutes les surfaces. C'est vraiment des rallyes spécifiques. C'est vraiment un début de saison absolument. Enfin, moi, je trouve que c'est un rallye de saison absolument magnifique. Direction maintenant la Suède. Je t'avais dit, le Monte-Carlo, ça a été magnifique. On en avait parlé en message, tout ça. Mais alors, sur rallye de Suède, la première étape, moi, je dirais que la première étape, elle a été absolument dingue. Moi, j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est peut-être la plus belle première étape que j'ai vécue en WRC. C'était fou. T'en as pensé quoi, toi? Toutes les étapes, tous les jours ont été complètement dingues. Chacun a apporté son lot de surprises, de rebondissements, de tout ce qu'on veut. On ne s'est pas ennuyé une seule seconde. À chaque spécial, il y a eu des choses intéressantes à décrypter et à regarder. Effectivement, je suis d'accord, cette journée du vendredi, elle a été en plusieurs, plusieurs étapes, justement. Une valse à plusieurs temps, on pourrait dire, avec un début de journée qui, très clairement, comme on pouvait l'attendre, a favorisé les pilotes qui partaient derrière qui a énormément défavorisé les ouvreurs, ceux qui balayaient, donc Neuville, Evans, en tant que leader du championnat après le Monte-Carlo, qui prenaient énormément de temps de retard sur chaque spéciale. La dernière spéciale du matin, où là, pour le coup, ceux qui étaient en tête, les Rovanperä et Tanak notamment, qui
de par leur position sur la route, étaient avantagés, qui partent à la faute, qui font des grosses fautes, qui sont obligés d'abandonner pour la journée. Donc, ce qui ensuite repositionne les pilotes qui repartaient un petit peu derrière, donc les Katsuta, les Lappi, qui, de par cette position sur la route qui a été balayée par leurs prédécesseurs, ont creusé tout de suite un écart qui était irrémédiable. Très clairement, rapidement, Katsuta et Lappi se sont retrouvés avec 1 minute 30 d'avance sur les principaux protagonistes pour le championnat. Une après-midi qui a été dingue parce qu'on a eu des chutes de neige extrêmement importantes pendant la pause de midi, ce qui fait que à nouveau les ouvreurs sur la route qui étaient Thierry Neuville et Elfyn Evans notamment ont connu des conditions complètement dantesques. On pouvait espérer que les deuxièmes passages puissent reniveler un petit peu les écarts, mais pas du tout, et bien au contraire, ils se sont retrouvés clairement à faire le chasse-neige, mais vraiment le chasse-neige. C'était même plus du balayage, là, hein, c'était vraiment du chasse-neige, et à prendre des 3 secondes et demie par kilomètre, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés nulle part complètement, et que justement la bataille, elle s'est intensifiée entre Katsuta, avec Lappi, avec Fourmeau également, qui était pas loin derrière. Et puis, on a vu poindre des rallyes 2 avec Oliver Solberg, avec Lina Mae, qui font même un scratch général devant toutes les rallyes 1 sur une spéciale, donc qui montre bien l'importance de la position sur la route à ce moment-là. Et puis une fin de journée où tout simplement Oliver Solberg, avec une Skoda Rally 2, se retrouve sur le podium du classement général devant Adrien Fourmeau, devant tous les autres protagonistes qui restaient, parce que mine de rien, ça se réduisait un peu comme une peau de chagrin. Et voilà pour le vendredi. Donc tu vois, je viens de parler pendant 5 minutes que du vendredi, et le samedi, ça a été pareil, et le dimanche, un petit peu plus calme, mais tout aussi intéressant. Alors, tu m'as tendu la perche parce que moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis quelques semaines. Je sais que tu es un grand spécialiste. C'est pas tous les jours qu'on voit des rallyes 2 devant. Hein, ça n'a pas été, c'était une surprise, mais voilà, des rallyes 2 devant. Il y a eu un scratch, même rallye 2. Moi, je ne vais pas te parler de ça. Moi, je voudrais te parler de la nouvelle Yaris. Qu'est-ce que toi, tu en penses après 2 rallyes? Alors, bien sûr, c'est un petit peu prématuré, mais quelle est ton analyse sur cette voiture? Parce qu'on entend beaucoup de choses. C'est un 3 cylindres. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as été étonné aussi de ce choix technique du 3 cylindres? Étonné, oui et non. Oui, parce que c'est vraiment un challenge, c'est osé de leur part. Après, on critique toujours le sport automobile. Ça pollue, ça pue, c'est pas beau, c'est dangereux, etc. Surtout en France. Mais il ne faut pas oublier que c'est là aussi, et si les constructeurs sont toujours en sport automobile, c'est pas pour les beaux yeux des pilotes, c'est pas pour faire plaisir au public au bord des routes, c'est aussi et surtout pour développer des nouvelles technologies. Ça a été le cas avec énormément de nouvelles choses aux 24 heures du Mans, en rallye, en Formule 1. Bref, ils sont là pour développer des choses. Le moteur 3 cylindres, c'est extrêmement à la mode des moteurs thermiques depuis de nombreuses années maintenant. C'est ce qu'on appelle le downsizing, donc c'est réduire un peu la cylindrée. Et ces moteurs, ils sont clairement de série sur, on va dire, les petites autos, voire les autos de moyenne taille chez Monsieur Tout-le-Monde. Et donc, pour optimiser ces performances, forcément, il faut faire du développement, il faut travailler sur de l'optimisation, et c'est clairement ce qui est fait par Toyota au sein de cette catégorie Rallye 2. C'est pour promouvoir cette nouvelle cylindrée, c'est pour faire de la pub. Il ne faut pas oublier que l'un des motos des constructeurs dans le sport automobile, c'est tu gagnes le dimanche, tu vends le lundi. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est osé, c'est intéressant, c'est extrêmement intéressant, mais ça va demander du travail. Ce n'est pas des moteurs dont ils ont l'habitude d'exploiter et de développer. Aujourd'hui, on voit que la Rallye 2 de chez Toyota est apparemment extrêmement bien née d'un point de vue châssis. On l'a vu sur le Monte-Carlo, on le voit encore plus sur le rallye de Suède, où quand le moteur n'est pas prépondérant,
parce qu'il y a peu de relance, parce que voilà, il faut garder de la vitesse, il faut être stable dans les virages, il faut arriver à passer vite en courbe. Là, pour le coup, elle a montré toutes ses capacités et les promesses qu'elle peut tenir en termes de châssis. En termes de moteur, effectivement, il va falloir travailler. On l'a vu au Monte-Carlo, quand ça montait, c'était un petit peu compliqué sur les splits, les temps intermédiaires, pardon, dans les spéciales, quand c'était dans des ascensions de col, elle prenait pas mal de retard. Après, au Monte-Carlo aussi, soit on avait des pilotes qui étaient habitués à la voiture, qui ne l'étaient pas du tout de l'asphalte, comme Pajarri par exemple. Donc, le match n'était pas parfait. Soit on avait des pilotes qui étaient plus spécialistes de l'asphalte de ce rallye, mais pas du tout de la voiture, comme un Lefebvre, comme un Bouffier par exemple. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion au bout de deux rallyes. Ça s'avère extrêmement intéressant. Je pense que la voiture est bien née. D'un point de vue fiabilité aussi, elle montre toutes ses qualités parce qu'il n'y a pas eu d'énormes problèmes. Il n'y a pas eu d'abandon sur des gros loups mécaniques ou autres. Quand la voiture est bien pilotée, elle fait des temps scratch. Elle en a fait 6 aux mains de 3 pilotes différents, Linamae, Pajarri et Solans en Suède. Donc je pense que ça va être une arme redoutable même pas dans les mois, mais peut-être dans les semaines à venir. Il y a énormément de développement, de suivi qui est fait par les ingénieurs de Toyota sur toutes les manches de rallyes nationaux. Donc hâte de voir la suite et je pense que ça va être une vraie compétitrice pour les Skoda. Alors, on va y aller équipe par équipe, Toyota, Hyundai, Ford. Mais avant, j'ai une dernière petite question technique. Pour moi, moi je suis fan, tu sais, je regarde Canal+, je ne vais pas leur faire de la pub, je fais un petit coucou à Stéphane Gentil, qui, je sais, nous regarde souvent. Stéphane Gentil et Johan Bonato nous ont parlé d'un grip absolument fabuleux. C'est un grip de folie sur la Suède, avec des moyennes horaires folles dans les spéciales. Je crois qu'il y en a une, c'était quasiment 140 ou 130, je ne sais plus exactement, enfin c'était de la folie. Pour moi, comme un mortel, voiture sur de la neige, c'est irrationnel. Ça ne peut pas tenir. Explique-nous pourquoi ils ont autant de grip avec ces autos. Alors bien sûr, les rallyes 1, il y a le phénomène par exemple de l'aéro, mais explique-moi exactement pourquoi, et pour les gens qui nous regardent, pourquoi il y a autant de grip sur la glace et sur la neige. Les clous. Tout simplement. Les pneus. non, mais c'est juste. Tu dis que c'est irrationnel, que c'est compliqué à comprendre. Je te rassure, hein, même pour les pilotes, quand ils ne sont pas habitués, il faut qu'ils fassent un vrai travail mental de se dire qu'ils peuvent aller chercher encore plus loin. Les voitures équipées avec les pneus clous, très clairement, elles ont plus d'adhérence qu'une voiture sur de l'asphalte sec avec des roues, on va dire, normales. Et en tout cas, avec les roues du WRC, les largeurs de pneus, les hauteurs de jantes, etc. Ce qu'on appelle en longitudinal, en freinage et en accélération, il va y avoir plus de grip et on peut transmettre plus d'efforts à la route, on va dire, plus de traction grâce à tous ces clous qui sont sur les pneus. Le mordant dans de la glace, vraiment de la glace vive, va être plus important justement dans ces conditions hivernales que sur de l'asphalte sec. La chose qui est donc c'est pour ça que les pilotes doivent arriver à appréhender le fait qu'ils peuvent repousser le point de freinage, qu'ils peuvent freiner plus tard, arriver plus fort et freiner plus fort encore que sur de l'asphalte, parce qu'il ne va pas y avoir de blocage de roue, parce qu'il ne va pas y avoir de glisse du fait de ces nombreux clous sur les pneus. La seule chose, c'est qu'après, on va dire en latéral, pardon, quand la voiture va bouger, va se mettre en dérive, en fait, les pneus sur la neige sont plus étroits. Tout simplement parce que plus le pneu est étroit et plus tu vas exercer une pression forte du clou dans la glace. Donc c'est pour ça en fait que tous les pneus clous, ils sont plus étroits que des pneus asphalte, parce que pour une pression et une masse fixée de la voiture, tu as une pression en fait du clou dans la neige qui est plus importante. Mais par contre, à contrario, comme les roues sont étroites, tu vas avoir plus de mouvement de caisse.
et la carcasse du pneu va être moins rigide. Donc dès que tu vas mettre la voiture en dérive, là pour le coup, tu vas avoir un peu moins de stabilité de la voiture et qui est encore plus marquée avec les hauteurs de caisse qui sont tout simplement énormes par rapport à des rallyes sur asphalte et même certains rallyes sur terre, voire la plupart des rallyes sur terre. C'est pour ça que moi, personnellement, esthétiquement, j'aime pas du tout voir ces voitures de rallye sur la neige. Je trouve que c'est vraiment pas très beau, mais par contre, qu'est-ce que c'est efficace et qu'est-ce que ça va vite. Tu l'as mentionné, 135 km/h de moyenne sur une spéciale, des pointes à 195, 196 km/h, des rupteurs qui durent pendant des dizaines de secondes. C'est beau à voir et quand on a les conditions du dimanche avec un grand soleil, avec voilà, les voir danser entre les arbres, c'est simplement magnifique. Après, moi, je sais que tu connais un petit peu des pilotes dans ce monde-là. Ça doit être quand même un sacré travail mental quand même pour se dire que je peux aller plus vite que sur l'asphalte, rentrer plus fort. Parce que moi, ce qui m'a le plus impressionné, par exemple, sur ce rallye, je préfère, c'est pas tellement la vitesse en ligne droite, c'est surtout quand tu vois les caméras extérieures, les dérives que tu as, où c'est à plus de 100 km/h, tu te dis non, mais c'est pas possible en fait. Jamais ça va passer, mais en fait, ça passe. Je pense que mentalement, il doit y avoir quand même un gros travail mental chez les pilotes pour appréhender ça quand même. Oui, oui, bah après, c'est comme je te dis, hein, ils ont l'habitude, c'est comme un cycliste du Tour de France quand ils descendent l'école à plus de 90 voire 100 km/h sur un pneu qui fait avec une surface de contact que je ne sais pas, il doit y avoir quelques millimètres, et que tu les vois descendre comme ça, comme les pilotes de moto quand ils viennent toucher le genou et maintenant l'épaule et presque le casque. Voilà, ils sont sans cesse en train de chercher la limite, de la repousser. Et c'est des choses qui viennent petit à petit. Et c'est pour ça que les Scandinaves, les Nordiques sont toujours les rois dans ces conditions-là, parce que depuis qu'ils apprennent à conduire, ils conduisent avec ces pneus clous, ils savent appréhender justement ce mordant en longitudinal, la dérive sur le latéral, et à l'opposé, sur asphalte, tu vas avoir des pilotes espagnols, français notamment, qui vont être les rois parce que depuis tout petit, ils conduisent sur ces routes très sinueuses de l'arrière-pays niçois, voilà, des grandes autoroutes, on va dire, espagnoles de la Costa Brava qui leur permettaient de briller comme Adani Sordo en Catalogne. Voilà, c'est juste une question d'habitude, effectivement, de prise de risque et d'adaptation, tout simplement. Alors, on va revenir sur ce rallye de Suède. On va y aller équipe par équipe. Toyota, Hyundai, Ford. Je vais te faire les petits teasings par équipe et tu vas rentrer dans les détails. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi et ce que tu en penses. On va commencer par Toyota. Toyota, c'est un petit peu mi-figue mi-raisin. La grosse déception, c'est Katsuta pour moi une fois de plus. Et j'ai l'impression que Toyota est en train de se piéger à sa propre stratégie de proposer des programmes partiels à ses pilotes leaders. Alors, on ne peut pas en vouloir à Sébastien Ogier qui, à son âge, a envie de se reposer. Mais quand même, le programme partiel de Rovanpera est très étonnant et j'ai l'impression que ça va les pénaliser sur toute la saison, même si Evans fait ce qu'il peut. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la performance globale et après pilote par pilote de Toyota sur ce rallye de Suède? Déjà, avant le début du championnat, on pouvait se poser des questions, effectivement, sur Toyota. Alors, avec deux pilotes qui vont faire la saison complète, un, Elfyn Evans, qui, on peut l'espérer, sera fiable et constant sur toute la saison. Il l'a déjà montré, il a été très, très proche d'un titre mondial. Les points d'interrogation étaient clairement sur Katsuta, dont on a aperçu de la pointe de vitesse par Simoni sur quelques occasions, mais jamais une fiabilité monstre. Ça a encore été le cas en Suède, au Monte-Carlo aussi. Ça fait déjà 3 rallyes avec le Japon de l'année dernière où il fait des fautes, des grosses fautes, où il est en phase justement de pouvoir faire des gros scores, comme au Japon. Hein. Il a fait énormément de scratch. Là, en Suède, il était encore à la bagarre pour gagner son premier rallye. Il a mené le rallye et puis il repart à la faute, comme trop souvent. Juste, je te coupe. Hein. Je ne sais pas toi, mais moi, si tu m'avais proposé un pari, je la sentais venir, moi. Je ne sais pas pourquoi on la sentait venir, de la faute, dès le début Ouais, du samedi.
Oui, c'est sûr. On a fait un peu le débrief du vendredi qui se finit avec justement Lapi qui mène de 2 secondes 3 sur Katsuta. Le samedi matin, on s'attend à une vraie grosse bagarre entre les deux. Mais rapidement, effectivement, on se rend compte que sur la première spéciale du matin, Katsuta reprend du temps à Lapi. Il a beau dire qu'il n'était pas forcément en full attaque et qu'il fallait qu'il prenne un petit peu de recul. Lapi, lui, il arrive en disant non, mais moi, j'y vais tranquillement. J'ai évité les murs de neige parce que je sais que ça commence à être piégeux. Le temps s'est radouci, les températures sont remontées. Il peut y avoir des pièges. Et puis il peut manquer la spéciale d'après quand Katsuta a justement l'opportunité de reprendre le lead au classement général. C'est là où il fait cette énorme faute et très rapidement dans la spéciale. Il n'attend pas la fin de spéciale des derniers virages. Hein. C'est dans les premiers kilomètres, voire même le premier ou le deuxième kilomètre, qui part directement à la faute. Et j'ai même l'impression que Lapis, il savait. Enfin, il avait de fortes présomptions qu'il fallait plutôt qu'il garde de la pression sur Katsuta et qu'à un moment ou à un autre, ça allait craquer. Et là, ça a craqué dès le deuxième chrono. Takamoto, il était désolé, il était en pleurs à la fin de la journée, il était désolé pour l'équipe. On est désolé pour lui, mais bon, voilà, là, il faut qu'il soit fiable. Il y a apparemment d'autres Japonais qui poussent fort. On a vu un Yamamoto en Rallye 2 qui a fait des chronos assez intéressants. Donc là, il va clairement falloir qu'il passe un step en fiabilité et en performance, ce qui ne va pas être évident. Mais si Toyota ils veulent continuer à viser le titre constructeur, il va vraiment falloir y aller parce que autant Ogier a rempli à merveille son rôle de troisième pilote au Monte-Carlo, on pouvait s'y attendre. Autant là qu'Alero Pera, enfin, voilà, on comprend toutes les critiques qui s'abattent sur lui parce que tout simplement, il fait une erreur qui coûte extrêmement cher à son équipe. Et je demande à voir ce que ça va donner dans les prochains rallyes parce que cette stratégie, effectivement, elle peut s'avérer extrêmement dommageable pour Toyota. Comme tu le disais, on n'en avait pas ensemble. Il n'y a pas de caméra embarquée de sa sortie. C'est assez étonnant d'ailleurs. Ouais, même incompréhensible parce que voilà, toutes les voitures sont équipées des caméras. Si tu as l'abonnement à WRC+, normalement, tu dois même pouvoir faire toutes les spéciales dans les voitures des pilotes que tu choisis. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être un bug, peut-être autre chose. Je ne sais pas trop, mais c'est un peu étonnant, effectivement. Ouais. Alors, on va aller chez Hyundai. Et Hyundai, tu vas te dire, tout va bien, sauf que ça va être un petit peu mon coup de gueule de la vidéo. Et après, mon coup de cœur, ce sera M-Sport. Pour une fois, je vais changer de mon fusil d'épaule. Hyundai, 2 victoires. Ils font un super début de saison. Victoire de Neuville. Il a roulé avec sa tête en Suède. Lapis, c'est le Finlandais qu'on n'attendait pas. Il gagne, ça fait extrêmement plaisir. Et en fait, mon coup de gueule, c'est contre Tanak. Alors, Tanak, il s'en va de Hyundai, ça n'allait pas. Il va chez M-Sport, ça va pas. Il vient chez M-Sport, il revient chez Hyundai et tu as l'impression que ça va pas toujours. Il fait la gueule, ça va pas. Tu sais quoi, le mec, il a le cul dans une WRC et j'ai l'impression que ça le fait chier. Je suis honnête avec toi, je le dis comme je le pense. Il est battu par Neuville, il est battu par Lappi. Alors, ok, il redécouvre la Hyundai, mais j'ai l'impression que ça le fait chier d'être là. J'ai cette impression-là. J'ai l'impression que ces 3 dernières années, où qu'il se trouve, ça lui convient pas. Tu vas y revenir dessus et tu vas nous parler de Hyundai et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Je suis en partie d'accord, effectivement. C'est vrai que Tanak, on s'attendait à un début de saison beaucoup plus intéressant. Il a fait cette petite erreur qui lui coûte cher dans ce virage où beaucoup de monde a commis justement une erreur au Monte-Carlo. Il a perdu énormément de temps. Voilà. Le Monte-Carlo, c'est pas un rallye qu'il affectionne particulièrement. Là, en Suède, on s'attendait à un gros résultat de sa part. Il n'était pas non plus aux avant-postes sur les premières spéciales, même si effectivement il avait une position sur la route qui était un peu moins avantageuse que celle de Calero Vanpera. N'empêche qu'il fait cette grosse erreur aussi, qu'il le pénalise.
Même le dimanche, je suis en train de regarder, je crois qu'est-ce qu'il fait le dimanche? Il fait une quatrième place, donc c'est pas fou non plus. C'est vrai que c'est pas le plus enjoué, c'est pas celui qui te donne envie de le suivre ou quoi. Mais bon, on va lui donner le bénéfice du doute. Il revient dans une équipe qui est entièrement tournée autour de Neuville pour le moment. Il n'aura pas le droit à l'erreur au Kenya, ça c'est clair. Et donc, ça risque, enfin, c'est déjà un peu compliqué pour eux. Non, non, mais c'est plus que la performance. Moi, ce qui me dérange, c'est un petit peu l'attitude générale. Ça râle toujours un petit peu, c'est jamais content. Les Mm. points de stop, moi, je suis honnête, hein, moi, les derniers points de stop, c'est quand j'allais me faire un café, c'est quand c'est lui, parce que franchement, c'est vraiment pas désagréable, mais un petit peu, tu vois, limite, voilà. Oui, Alors, oui, je suis oui, peut-être un bah, peu dur, mais on s'attend à ce que Cyril Abitboul le recadre un petit peu aussi. Au, au Monte Carlo, il avait été très policé, on va mhm. dire. Là, il l'a été un peu moins. Il faudrait plutôt qu'il fasse son mea culpa et qu'il mette un peu d'eau dans son vin parce que là, c'est clairement lui qui part à la faute. Bon, voilà, comme pour les autres, ça fait 2 rallyes. C'est 2 rallyes extrêmement différents. Tu l'as mentionné en tout début de vidéo. Le prochain au Kenya sera encore extrêmement compliqué pour tout le monde. On ne pourra pas tirer de conclusion. Euh, la seule chose, c'est que on aurait eu tendance à se dire, et moi le premier, que le fait de faire tourner autant de troisième pilotes chez Hyundai allait poser des problèmes. On a vu que Mikkelsen a été quand même bien en retrait au Monte Carlo. Après, il découvrait aussi la Rallye 1, hein. Très clairement, il n'avait jamais mis les fesses dans une Rallye 1 hybride, donc ce qui clairement ne l'aidait pas. Là, ils sont sauvés justement par leur troisième pilote, les APK Lapi. Euh, à voir, vraiment. Je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose. La stratégie qui est discutable de Hyundai de faire tourner autant de troisième pilotes, comme la stratégie qui est elle aussi discutable de chez Toyota de faire confiance à des pilotes en programme partiel sur la troisième voiture. Seul le temps va nous dire qui aura raison et je pense que ça va vraiment être de rallye en rallye qu'on pourra voir en fait tout simplement. Alors, Thierry Neuville, tu nous l'as dit, on ne va pas y revenir dessus. Il fait un très beau début de saison, il a roulé avec sa tête. On va revenir sur l'API. L'API, quand même, sort le rallye qu'il faut sortir au moment où il faut le sortir, hein. C'est clairement, il se remet vraiment en selle. Il a été fiable, il a roulé avec sa tête. Franchement, il a fait un rallye comme on n'a pas vu depuis longtemps. Attends, juste une petite seconde. Oui, oui. Hop, Et on va être de retour. Excuse-moi. désolé, Non, c'est pas. désolé. Là, tu vois, Oui. j'ai remis un peu de lumière, donc on reprend. Ah ouais, ok, Pardon. ok. Non, pas de souci. Non, je disais que l'API, en fait, a sorti le rallye qu'il fallait. Il a roulé avec sa tête, il a été fiable. En fait, il a vraiment, ça a été le bonhomme du rallye. Ah, clairement, clairement. Et tu connais mon affection pour les APK, l'histoire que j'ai un peu avec lui et avec Yanné, donc ça fait extrêmement plaisir de voir que même 6 ans et 6 mois après leur première et unique victoire, ils sont toujours là. Ils ont eu beaucoup de très très bas, plus que des très hauts, hein, mais ils ont eu des hauts quand même. Par exemple, l'année dernière, quand ils se battaient contre Sébastien Ogier sur un rallye, je crois, en Sardaigne, avant de partir à la faute. Et tu vois, je pense que c'est aussi ces expériences-là qui ont fait que sur un rallye comme celui de la Suède, il s'est dit, bah, cette fois, c'est pas moi qui fais la faute. Cette fois, Mm. c'est mon concurrent, c'est Katsuta que je vais pousser à la faute. J'y suis allé contre Ogier. Là, à moi d'être intelligent et à moi de saisir cette opportunité. Donc, un rallye extrêmement intelligent, comme tu l'as dit. Ils ont mené de main de maître leur avance. Le dimanche, bah, ils ont tout simplement, on va pas dire mis le coude à la portière, mais ils ont ramené la voiture à la maison, hein, comme on peut dire. Ils gagnent le rallye, extrêmement content pour eux. Hyundai aussi qui a fait un travail extraordinaire sur toutes les autos.
La seule chose, dès le deuxième rallye de la saison, on voit que l'attribution des points, elle pose énormément de questions parce que Lappi, qui justement a mené Oui, tout le rallye, se retrouve à finir deuxième oui, du rallye. Enfin, en termes de points, il marque moins de points que Elfyn Evans et à 2/10 près, il marquait c'est moins de ça. points que Thierry Neuville aussi. Donc il se retrouvait troisième alors qu'il a mené le rallye on va dire, du vendredi matin jusqu'au dimanche midi. Donc ça pose des questions. Mais en tout cas, pour finir sur Esa Pekka, une très très belle performance. Et on peut imaginer qu'il fasse peut-être un peu plus de rallye que prévu si ça se confirme sur les prochaines manches auxquelles il va pouvoir prétendre. Alors maintenant, on va passer sur M-Sport. Et M-Sport, c'est mon coup de cœur de la Suède et du début de saison. Euh, Adrien Fourmeau a revêtu sa cape et son uniforme de Superman. Et j'ai l'impression que malgré les problèmes budgétaires, ce qu'on a pu nous dire, j'ai l'impression qu'il se révèle dans son rôle de leader et que finalement, ne pas être derrière quelqu'un, c'est bénéfique pour lui parce qu'il a pris ce rôle de leader à la perfection. Il a été absolument parfait au Monte-Carlo, parfait en Suède. Grégoire Munster, il apprend, il paye cash son apprentissage du WRC, mais moi je trouve qu'il donne particulièrement bien le change, il n'est pas si loin, je trouve que l'erreur qu'il effectue au Monte Carlo, il la paye vraiment cash, franchement il n'a pas de chance, il se cale contre une barrière. Euh, Là en Suède il se tanque aussi, mais je trouve qu'au niveau performance il n'est pas si loin que ça pour quelqu'un qui va découvrir par exemple la Suède. Euh, et vraiment, j'ai l'impression que Fourmeau, paradoxalement, est plus performant quand c'est le pilote numéro un que quand on lui dit finalement ta carte chance, ta carte blanche et tu as les gros pilotes devant. Et j'ai l'impression que cette année, c'est un peu son année où il se révèle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Effectivement, le M-Sport, c'est un peu le rayon de soleil là, du début de saison. On s'est posé énormément de questions fin 2023 jusqu'à se demander s'ils allaient pouvoir reconstruire une équipe et remettre deux voitures du côté de Gap pour le Monte Carlo. Ils se repartent avec un line-up qui est extrêmement jeune, assez peu expérimenté, voire pas du tout expérimenté pour Grégoire Munster. Il ne faut pas oublier que Grégoire, l'année dernière, à la même époque, sur le rallye de Suède, il le fait sur une rallye 3. Donc en un an, il est passé de la rallye 3, puis de la rallye 1 à se battre contre des Mikkelsen et autres et pas avoir à rougir, quelques expériences en rallye 1, et puis là, il part sur une saison complète en rallye 1 et il est très très loin d'être ridicule. Hein. Je suis désolé, hein, on en a beaucoup parlé, mais pour moi, il fait un début de saison qui est presque plus intéressant que la saison complète de Loubet sur l'année dernière. Même si, pour, voilà, pour nuancer un peu les propos, c'est vrai que Pierre-Louis a une pointe de vitesse qui est quand même plus intéressante que celle de Munster. Mais en tout cas, en termes de fiabilité et de voiture sur enfin de casse de voiture, si je peux dire, sur les deux premières manches, voilà, il a fait ses petites erreurs. Mais c'est pas des grosses erreurs, effectivement. Hein. Tu vois, quand il va se poser contre le rail au Monte-Carlo, il n'y a pas de dégâts sur la voiture. Quand il se pose dans le mur de neige, il n'y a pas de dégâts dans la voiture non plus. Il perd énormément de temps parce que sur une crevaison aussi, où il a une panne de batterie de la Makita. D'ailleurs, petit coucou à Sébastien Loeb pour le Dakar. Hein, ça arrive pas en Arabie Saoudite, mais bon, là, il avait quand même. C'est très anglais, ça, les trucs qui n'ont pas de batterie. Hein. Ouais, ouais. Ouais, apparemment, ouais, c'est peut-être ça. Ils sont pas les adaptateurs qu'il faut pour recharger. Bref, on va pas trop se moquer, ça peut arriver à tout le monde, hein, bien entendu. Euh, mais, euh, mais oui, oui, c'est une équipe qui a assez peu de pression en fait, et libérée de toute cette pression, Adrien Fourmeau, on peut que le féliciter, l'applaudir. Ils ont fait un rallye extrêmement intelligent, ils ont tenu la dragée haute à Elfyn Evans quand il voulait absolument reprendre la deuxième place qui était celle du Français. Il marque les gros points du samedi. Après, voilà, encore une fois, c'est dommage le dimanche avec ce nouveau statut et cette nouvelle attribution de points. Adrien, et lui, il dit clairement non, moi je veux juste un podium, la troisième ou la deuxième place, ça
peu importe. J'ai marqué des points de la deuxième place le samedi, le dimanche, j'y vais plus tranquille, alors qu'Evans, qui lui joue le championnat, roule full attaque. Donc ça biaise un peu le classement, en tout cas le déroulement du dimanche. Mais là aussi, c'est pareil, hein. Il faut pas s'extasier non plus sur 2 rallyes. On va voir par la suite. On sait qu'au Kenya, ils n'ont jamais été trop à la fête non plus. Donc à voir. Et puis à voir aussi en Croatie comment ça va évoluer. Mais comme de la même manière, il ne faut pas tirer à boulet rouge sur Toyota, sur Rovanperä, sur Tanak, il ne faut pas non plus euh, mettre sur un piédestal Adrien Fourmeau, Alexandre Coria et M-Sport dans sa globalité. Euh, tu me tends la perche. Alors, cette Puma qui a été tant décriée depuis 2 rallyes, elle est fiable. D'accord. Mais est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Parce que comme tu le sais, ce sont vraiment des rallyes assez spécifiques, que ce soit le Monte-Carlo, la Suède ou même le Kenya. Quid quand même de la performance? C'est dur de juger la Puma sur la performance pure sur des rallyes aussi spécifiques. Tu en penses quoi, toi? Tu penses qu'elle a vraiment évolué, cette voiture? Y a pas je pense pas qu'il y ait eu de grosses évolutions. Parce que clairement, il n'y a pas les budgets pour chez M-Sport. C'est plus des petites touches, c'est plus du réglage, du setup. Je crois savoir que chez M-Sport, on a aussi changé l'ingénieur pour Adrien Fourmeau. Donc, ça peut avoir son importance très clairement. Il peut avoir trouvé des pistes et des comportements qui peuvent rendre la voiture complètement selon la volonté d'Adrien et en rallye plus que sur n'importe quelle autre discipline de sport auto. L'adéquation et l'osmose qu'il peut y avoir entre la voiture et le pilote, c'est prépondérant. Et plus que d'aller chercher 2-3 km/h de plus en ligne droite ou de passage en courbe, c'est vraiment cette confiance que peut avoir le pilote dans sa monture et dans son copilote qui va faire que les temps vont tomber. Et je pense que c'est plutôt là-dessus et sur la confiance des pilotes, le fait qu'ils ont moins de pression, qu'ils ont le temps d'apprendre, et puis clairement des concours de circonstances aussi, hein, on va pas se le cacher. C'est pas à tous les rallyes que Tanak et Rovanperä vont disparaître dès le vendredi matin. On peut pas trop tirer de conclusions comme souvent. Peut-être que je suis pas assez rentre dedans, on va dire, mais je demande quand même à voir. Et le Kenya va forcément aller dans un sens ou dans l'autre, mais encore une fois, il faudra attendre plutôt la Croatie pour avoir une vraie expérience et une vraie vision de l'état de performance de la Puma. En tout cas, ça reste la plus belle. Alors, on est déjà à plus de 40 minutes. Tu sais que le temps file vite. On s'est fixé à chaque fois un temps. On va clôturer par WRC2, puis après, tu vas nous parler aussi de la spécificité du Kenya. Le WRC2, depuis le Monte-Carlo, c'est vraiment la catégorie où il y a la plus grosse bataille à tous les niveaux. Je me suis amusé au Monte-Carlo, je me suis encore amusé en Suède. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de ce début de saison en WRC2? Magnifique, tout simplement. De la bagarre à tous les étages quasiment, des bagarres à 3 voire 4 pilotes pour la tête, des voitures qui ont un niveau de performance très proche. Et puis surtout, surtout une vraie belle bagarre, hein. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on attend, de l'indécision, même si on pouvait s'attendre à ce que Solberg domine complètement la Suède, hein, ce qu'il a fait. C'est un championnat qui va être extrêmement intéressant du début à la fin. Alors, comme chaque année, on va se poser la question de qui est présent sur quel rallye, qui marque des points sur quel rallye. C'est ça qui est un peu dommage dans ce championnat, c'est que tout le monde peut faire toutes les manches, mais qu'au final, il n'y a que 6 résultats qui comptent et il faut avoir nominé certains rallyes en avance. Toujours est-il que le plateau, il est pléthorique. On l'a vu au Monte-Carlo avec le nombre de Rallye 2, je ne me rappelle plus exactement, mais là en Suède, je crois qu'on a 25 Rallye 2 qui sont engagés. On en a 20 qui marquaient des points pour le championnat. Donc, extrêmement intéressant. On savait que les C3, pour le coup, n'étaient pas
ultra performante sur ce type de terrain. C'est pas du tout le but qu'ils avaient de développer la voiture pour un seul et unique rallye. Griazine était engagé plutôt pour prendre de l'expérience sur cette voiture plus que sur la surface. Il n'était pas très loin non plus. Il y avait des temps très très corrects dans le top 5, le top 4. Mais ça promet. Ça promet pour ce championnat. On attend avec impatience aussi l'arrivée de Pierre-Louis Loubet, de Gus Greensmith. Et on voit en tout cas que ce championnat, il permet clairement de faire l'ascenseur dans les deux sens. Aussi bien des pilotes qui redescendent un peu d'une division comme Fourmeau pour remonter ensuite. On ne peut que souhaiter ça à Pierre-Louis. Encore une fois, il n'y avait pas de grief dans ce que j'ai dit précédemment. Mais à l'inverse aussi, il permet à un Mikkelsen, tu vois, d'être double champion du monde, de remonter en Rallye 1. Et on peut imaginer que ça puisse être le cas aussi pour Solberg s'il continue de délivrer des performances comme celle-ci ou d'un Greensmith en fonction de ce qu'il va faire pendant la saison. Alors, je me permets une petite parenthèse sur le WRC2. Là aussi, je pense que cela pourrait être le plus beau championnat. Sauf qu'une fois de plus, on est face à un règlement complètement stupide. Moi, je le dis très, très clairement, le championnat tel qu'il est conçu pour WRC2 est complètement stupide. Ça, c'est la petite aparté que je donne. Est-ce que tu penses que parce que ça, il y a beaucoup de monde qui en a parlé durant le Monte Carlo et durant le Rallye Suède, encore plus pendant le Rallye Suède. Est-ce que tu penses que le WRC2 plus pourrait être une piste pour la nouvelle réglementation et le remplacement de ces rallyes 1 hybrides qui malgré tout posent beaucoup de soucis financiers? Tu en penses quoi, toi? Vite fait, en quelques mots. Impossible à dire en quelques mots. Mais ça, c'est une émission. Est-ce que toi, tu penses que ça serait une piste, toi? Oui, il y en a plein des pistes. Il y en a plein des pistes, ne serait-ce que de supprimer l'hybride qui coûte extrêmement cher, qui pose toujours des problèmes. Encore une fois, là, je ne sais plus qui est-ce qui n'a pas eu d'hybride. Enfin, je crois que c'est Munster. Munster sur une bosse. Qui a perdu l'hybride sur une bosse. Ça arrive systématiquement sur chaque rallye. On sait que le rallye, c'est pas la discipline pour développer l'hybride. C'est beaucoup plus facile sur du circuit. Les rallyes 2 sont extrêmement intéressantes, mais quand tu vois passer ces rallyes 1, c'est tellement plus impressionnant, c'est tellement beau à voir. On l'a mentionné, les caméras extérieures de dérive, etc. Même si les rallyes 2, c'est extrêmement impressionnant aussi. Mais quand tu as vu passer une rallye 1, que tu vois les rallyes 2 qui arrivent, il y a un clair gap de performance dans des conditions normales, on va dire. Mais encore une fois, c'est une émission, on en parle depuis longtemps, il faut qu'on la fasse. Il y a énormément de choses à faire. Est-ce que ce nouveau système d'attribution des points, il est pertinent pour les rallyes 1? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'en Suède, effectivement, le dimanche matin, on a eu une vraie bagarre sur les 3 spéciales du dimanche matin qu'on n'avait plus depuis de très nombreuses années. Après, moi, je ne comprends pas que Lappi qui gagne le rallye marque moins de points qu'un Elfyn Evans, même si pour le coup, Evans, lui, a été performant sur tout le rallye. Il a balayé, il a pris le rôle de balayeur de Thierry Neuville. Et c'est certainement lui qui a été le plus performant sur la moyenne des spéciales. Donc d'un côté, c'est un peu normal qu'il marque plus de points, mais je suis désolé, comment expliquer au grand public que le vainqueur du rallye n'est pas celui qui repart avec le plus de points? Et à la fin, si j'exagère vraiment, pourquoi est-ce que le champion du monde ne serait pas celui qui peut-être n'a jamais gagné un rallye alors que son concurrent, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est la porte ouverte à pas mal de choses. En rallye 2, encore une fois, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent choisir la rallye? Est-ce qu'on ne peut pas dire juste 6 rallyes dans la saison et qui font du WRC2 et puis le reste, c'est du WRC3? Mais déjà qu'on a un très très petit plateau en termes de voitures, si on supprime le WRC2, imagine, on aurait fait le Monte Carlo, qui n'aurait pas été une manche qui compte pour le WRC2. On serait retrouvé avec quoi comme voiture? On aurait eu 8 WRC1 et puis après on aurait eu que des rallyes 3, des rallyes 4 et des rallyes 5. Donc voilà, il n'y a pas de solution. Enfin, il y a des solutions. C'est des compromis tout le temps. Je
suis certain que la FIA, ils n'ont aucun intérêt à ce que le WRC tombe en désuétude et qu'il n'y ait plus personne qui y regarde, de même que les constructeurs. Il faudrait déjà plus de constructeurs, plus de sièges disponibles. Et après, technologiquement, oui, un mix entre les rallyes 1 qui coûtent beaucoup trop cher et les rallyes 2 qui peuvent être plus performantes que ce qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il ne faut pas grand-chose, hein. Il faut juste libérer un peu le règlement du Rallye 2. Tu rajoutes une boîte 6, tu augmentes la bride du turbo, tu augmentes les débattements un peu de suspension et tu te rapproches très très fort d'une Rallye 1 sans hybride et pour des coûts qui ne sont pas extraordinaires. Donc oui, il y a trop de choses à dire. Il faut qu'on en discute. Mission. Ouais, et d'ailleurs, on est aussi preneur, hein, de toutes vos idées, de tous vos avis en commentaire, encore une fois. Mentionnez-les, on en discute, et puis on vous invite à partager et à discuter lors d'une prochaine émission de tout ça. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est, je vais un peu vulgariser ça parce que tu sais que toi et moi, on a un point commun, c'est qu'on est passionnés de basket. C'est un petit peu comme si tu faisais un match de basket qui se gagne à 92-91 et qu'en fait, tu prenais 2 ou 3 points bonus pour celui qui mène à la mi-temps. En fait, celui qui va gagner le match, c'est pas celui qui va marquer le plus de points au classement général. Tu vois, ça serait c'est une hérésie en fait. Tu vois, les gens ne comprendraient pas. En fait, nous, on comprend pas non plus que Lapie qui a gagné le rallye ne marque pas plus de points, enfin, marque moins de points qu'Evans. Je pense que si tu faisais ça sur un sport collectif, par exemple comme au foot, au rugby ou au basket, que tu instaurais une règle qui dit que celui qui gagne le match n'est pas celui qui marque le plus de points au championnat, je pense que les gens ne comprendraient pas en fait. Ouais, mais est-ce que c'est pas déjà un peu le cas au rugby? Regarde, quand tu marques un point de bonus défensif ou un point de bonus offensif, alors certes, tu gagnes pas le match et tu marques pas plus de points, mais d'un autre côté, tu as t'as des points un peu bonus qui sont distribués. Regarde, en Rallye 3 aussi, tu as des points pour le vainqueur le scratch de chaque spécial. Regarde même en championnat de France, en championnat de France des rallyes, tu marques des points parce que tu prends le départ d'un rallye. Oui, c'est ça. Regarde, Jean-Baptiste Franceschi, Pierre de Vaucluse. il a été champion parce qu'il a pris le départ du rallye. Il n'a même pas fait le rallye derrière, si je ne me trompe pas. Il n'a pas fait une spéciale. Donc voilà, il y a des choses qui s'expliquent. Il y a toujours des explications pourquoi on l'a fait, pourquoi c'est comme ça. On essaye des choses, on voit si ça marche, si ça ne marche pas. Là, on va partir dans des stratégies avec ces systèmes de points du dimanche qui, pour le moment, ne sont pas maîtrisés, qu'on n'imagine même pas, je pense, parce que ça va très clairement dépendre de chaque scénario, de chaque rallye. Mais toujours est-il que, oui, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Mais regarde en F1, tu as le point du meilleur tour. La plupart du temps, celui qui marque le point du meilleur tour, c'est celui qui a 20 secondes d'avance à l'avant-dernier tour parce qu'il peut rentrer, mettre des pneus neufs, repartir avec pas d'essence et faire le temps. Voilà, il y a à discuter. Ouais, mais la différence, c'est que quand même, sur la F1, c'est un point. Là, quand même, la journée du dimanche distribue énormément de points. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je comprends. Mais moi, je comprends tout à fait un Lapie qui rentre le dimanche, le coude à la portière, parce que lui, il veut gagner le rallye de Suède. Mais je le comprends tout à fait. C'est tout à fait humain que quand tu as la carotte de gagner le rallye, tu te mets le coude à la portière et tu attends, tu regardes ce qui se passe, quoi. Tu vois? Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais et si on exagère au pire du pire, regarde, tu en as un qui part. Enfin, tu vois, Lapie, on va dire, il est en tête de la première spéciale. Il y avait combien de spéciales? Il y en avait 18. Il abandonne dans la 18e spéciale. Et il est en tête, il a fait tous les temps scratch. Il marque 0 points. Ouais, c'est ça. Parce que les points qu'il aurait marqués le samedi, les 18 points, parce qu'il était en tête, il a fait tous les scratchs, il ne les marque pas le dimanche parce qu'il ne finit pas le rallye. Alors que, par exemple, on prend l'extrême inverse. Un Rovan Perra qui abandonne la première journée, dans la première spéciale, on exagère, qui réabandonne le samedi dans la première spéciale, qui fait le dimanche les 3 spéciales, il fait les 3 temps scratch et il fait le temps scratch dans la Power Stage, il marque 12 points. Et il a fait 5 spéciales. Enfin, on va dire 3 spéciales complètes et 2 dans lesquelles il a abandonné.
Donc en gros, il fait 50 km de rallye. Et il va marquer 12 points alors que Lapi, qui a mené du début à la fin, en marque 0. Donc voilà, c'est sûr que c'est aberrant. On va tomber dans des scénarios qui, je te le dis, sont inimaginables pour le moment, dans des stratégies qui vont être compliquées, et encore plus quand on va arriver dans des stratégies d'équipe. Parce que là, aujourd'hui, Rovanpera, c'est pareil, le dimanche, il a dit plus ou moins entre les lignes que il voulait faire des temps scratch pour marquer des points et être bien placé sur la journée du dimanche pour Toyota, mais qu'il avait aussi à cœur de rester derrière Elfyn Evans pour qu'il puisse marquer le maximum de points. Et Ouais. c'est ce qu'il arrive à faire, puisque même s'il gagne la Power Stage, il finit derrière Evans sur la journée, ce qui fait que voilà, on part dans des calculs d'apothicaire c'est n'importe. Enfin, oui, je trouve que c'est n'importe quoi, même si d'un autre côté, on n'avait jamais eu une telle bagarre le dimanche matin sur les 3 spéciales depuis de nombreuses années, mais c'est pas ça le sport. Ou alors on se dit que chaque jour est une nouvelle journée, chaque jour attribue des points, et là c'est plus le rallye qu'on connaît. On va en finir avec cette vidéo qui est passionnante, ça passe trop vite. Alors en haut, au-dessus de toi, il y a un petit truc qui est écrit Auto Mini Racing. Alors tu sais que je suis passionné de miniatures, beaucoup de monde est passionné, ça fait longtemps que j'ai pas eu de petits cadeaux. Alors qu'est-ce que tu as à nous présenter? Bah, j'ai deux petits cadeaux là, tu vois, du coup Allez, je me vas-y. rattrape un petit peu. Alors on va commencer par quelque chose qui me tient un peu à cœur, même si c'est pas du rallye, tu vois, le comprendre, et ceux qui suivent Auto Mini Racing l'ont vu aussi passer. Mais voilà, c'est plus pour nos amis des 24 heures du Mans d'endurance, notamment de Endurance Info, Endurance Live. Donc c'est tout simplement le kit Lego de la Porsche 963 qui est engagé en championnat du monde d'endurance. Mais sauf que, comme vous le voyez, on a une version très spéciale qui est la décoration Penske des 24 heures du Mans. Donc, ce n'est pas une voiture qu'on trouve dans le commerce classique. Si vous voulez des infos sur comment vous procurer les stickers pour faire cette version très très spéciale et unique, n'hésitez pas à nous contacter sur Automini Racing. Si vous avez justement le Instagram, le Facebook, @Automini Racing. Ce sera avec plaisir qu'on vous donnera toutes les infos, parce que c'est quand même super chouette de pouvoir personnaliser ses propres kits Lego en plus de pouvoir les monter. Et donc la deuxième chose, voilà, tu connais mon amour pour cette superbe Puma. Et donc enfin, on a pu avoir la version de la Puma de Tanak de 2023. Ouais. Et le petit bonus, voilà, ce sont les pilotes Alors je peux te poser une question? qu'on a pu réaliser. Il sourit Tanak sur la miniature là? Non, 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 là, justement, Non. tu vois, il est en train de mettre son casque. Donc, c'est justement pour être le plus réaliste possible. On ne le fait pas quand il est en train de sourire, on le fait quand il est en train de se casquer. Elle est magnifique. Mais voilà, c'est ça que vous pouvez retrouver chez Automini Racing, c'est des petites mises en scène. Alors, je ne peux pas vous montrer des vrais dioramas parce que pour le coup, c'est des choses qui sont extrêmement fragiles, qui ne peuvent pas se montrer comme ça. Mais allez voir le site internet, les réseaux sociaux, vous allez retrouver tout ça. Et puis, tu vois, on a même eu l'occasion pour le coup de faire signer la petite boîte par Aude Tanak et Martine Gervioja, pour avoir quelque chose bah voilà, qui soit vraiment intéressant. Je vous remontre encore parce que cette Puma, moi j'en suis tout simplement amoureux. Donc Elle est voilà, superbe. abonnez-vous à nos comptes Automini Racing. Je vous promets qu'en 2024, il y a de grandes choses qui arrivent. Il y a une réunion extrêmement importante dans les jours et les semaines à venir qui va définir de la date d'ouverture de l'exposition permanente. Je vous rappelle, un peu plus de 6000 miniatures qui seront exposées, des dioramas, des mises en scène, et qui racontent l'histoire de tous les sports automobiles. Ce sera une émission spéciale et puis je monterai dans la région pour aller voir l'exposition. Puis ça me fera plaisir de retourner dans cette super belle région qui est Saint-Étienne. On va clôturer. Hein? Avec très très grand plaisir. On va clôturer l'émission. Prochaine épreuve, Rallye du Kenya. Selon toi, les points clés de ce Rallye du Kenya, alors je le sais, la solidité des voitures, mais pas que. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut avoir pour gagner là-bas?
Ça va être un rallye qui va être très différent déjà des deux précédentes éditions qu'on a pu avoir depuis l'introduction du Keirin dans le championnat du monde en mars, alors que précédemment on était plutôt sur avril ou mai, il me semble. Donc on va avoir des températures qui seront encore plus importantes. Je pense qu'on va pouvoir encore avoir des températures peut-être 10-15 degrés supérieures à ce qu'on avait précédemment. Donc la question de l'hybride, la question du refroidissement, la solidité des voitures va être extrêmement importante. La solidité des pilotes aussi, parce que on l'a expérimenté il y a quelques temps en Formule 1, là, je ne sais plus si c'était au Qatar ou ailleurs, où les pilotes ont été complètement exténués au bout du Grand Prix. Là, ça peut être la même chose aussi dans les WRC. Donc, c'est des choses qui vont être à prendre en compte. Mais bon, on n'a pas de développement spécifique qui est autorisé pour ce rallye, aussi cassant soit-il. Donc oui, la fiabilité sera clairement la clé de voûte. La position sur la route dépendra aussi de la météo. Est-ce qu'on va avoir des gros orages, des grosses averses, voire des inondations et des zones un peu marécageuses comme on a pu l'avoir dans les années précédentes, ou au contraire, est-ce qu'on va avoir affaire à du fèche-fèche et des ensablements potentiels, comme ça avait pu être le cas je crois, pour Rovanpera presque. Oui, Rovanpera. Ouais, il me semble. C'était je crois qu'il y avait une Ford aussi qui avait subi ça. Donc à voir, ça va être les critères principaux, je pense. On reviendra sur un point technique, sur tout ce qui est chaleur dans la voiture. Tu nous parleras aussi de ça, parce que ça, c'est très intéressant. Écoute, je te remercie. Ça a été un plaisir de discuter avec toi, de t'avoir de nouveau. J'espère qu'au Kenya, tu seras là. Plus d'une heure, le temps, il file comme ça quand on est ensemble et qu'on discute. Je te souhaite une bonne soirée, parce qu'on a enregistré, c'est le soir. Ouais, puis je te dis à très bientôt. Merci à toi en tout cas pour tout ce que tu fais et je peux encore une fois inviter tout le monde à nous suivre, à partager, à mettre un petit like, à s'abonner à la chaîne, à s'abonner au compte de Automini Racing et surtout posez-nous vos questions, dites-nous ce que vous en pensez. Vous l'avez vu dans les commentaires des vidéos précédentes, on essaye de répondre le plus possible. On échange, c'est de l'interaction. On a vraiment envie que ce soit le plus dynamique possible. Donc, si vous aussi, vous avez des questions, des points particuliers, on ne l'a pas mentionné, mais sur la Suède, il y avait énormément de choses à dire entre l'ajout des cordes dans les voitures, les pelles à neige, le fait qu'ils aient des petites balayettes aussi sur les portières pour nettoyer leurs chaussures, être certain que ça ne glisse pas quand ils sont sur les pédales et autres. Il y a énormément de choses. Donc, on a la chance de pouvoir avoir un peu des insides. Donc, n'hésitez surtout pas. On est là pour partager notre passion et ce sera un très, très grand plaisir. Et pourquoi pas parler de championnat de France en attendant le retour du Kenya. Non, mais alors, attends. Cette année-là, il y aura du championnat de France, mais on va faire cette émission sur l'évolution du WRC, mais aussi on va faire une émission technique. Parce que comme tu le vois, on parle des rallyes, mais ça passe trop vite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est vrai que vulgariser aussi un petit peu la discipline parce que tout le monde ne connaît pas le rallye comme toi tu le connais ou comme certaines personnes le connaissent. C'est vrai qu'il y a des petites subtilités que pas tout le monde ne connaît. C'est vrai que rentrer dans les détails, ça va être quelque chose d'intéressant. Il va falloir que je prépare cette émission et puis on va s'y mettre. Puis j'espère qu'on aura aussi des invités pendant la saison. Avec très très grand plaisir et tu vois, si je peux me permettre le petit bonbon de la fin, je peux t'assurer, et comme ça on verra qui est-ce qui nous regarde jusqu'à la fin d'ailleurs, je peux t'assurer qu'il y avait vraiment un problème sur la voiture de Thierry Neuville le vendredi. D'accord. Bonne soirée à toi. Merci, à toi aussi. À bientôt toutes et tous. Et encore une fois, merci pour votre suivi et partagez, commentez. On est là pour vous. Allez, ciao, ciao. Salut. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder,
heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.